Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La session parlementaire consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances rectificative 2017 a été clôturée ce mardi. Elle a duré 2 semaines. D'autres textes ont également été adoptés au cours des travaux. Nous en parlons dès le début de ce journal. La préfecture de Télémélé a tout perdu lors des événements de janvier-février 2007. Aujourd'hui, la ville n'a même pas de quoi accueillir des personnalités depuis 2007. Quelle politique alors pour réorganiser la ville? À suivre le reportage de Mamadou Sadio Baldé. En France, le président Emmanuel Macron est arrivé ce mardi en Guadeloupe. Première étape d'un déplacement dans les Antilles françaises où il devra répondre aux critiques sur la gestion par les autorités de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le gouvernement a répondu plusieurs jours avant, a-t-il réagi. Les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale ont pris fin ce mardi. La loi de finances rectificative pour l'année 2017 et d'autres textes ont été adoptés au cours des travaux. L'approbation de ces textes devrait permettre au gouvernement guinéen de faire face à certaines dépenses imprévues et pas seulement d'autres contraintes socio-économiques qui n'étaient pas prises en compte par la loi de finances initiale. Mariam Fodi Kamara, Aboubakar Dine Kamara. Convoquée le 22 août dernier par décret présidentiel, cette session extraordinaire a été marquée par l'absence de 13 députés. 75 ont répondu à l'appel et 25 se sont excusés. Le ministre conseiller à la présidence fait le bilan de la session. La session s'est ouverte dans un climat serein, bien qu'elle a enregistré quelques flottements dus aux activités religieuses dans le pays pendant la période. Cependant, cela n'a pas empêché le démarrage effectif des travaux au sein de la Commission des finances et des affaires économiques compétentes en la matière. À ce niveau, il est à noter le climat détendu et coopératif qui a prévalu entre l'Assemblée nationale et les représentants de l'exécutif. Selon les échos des débats, ceux-ci ont été vifs, mais empreints d'esprit de collaboration et de compréhension mutuelle entre les parties prenantes pour aboutir à un consensus, lequel a permis l'adoption définitive de la loi de finances rectificative à la séance précédente. L'Assemblée nationale devrait programmer la tenue du premier débat d'orientation budgétaire, mais la période a été mise à profit pour examiner 3 accords de financement portant respectivement sur la route Guéguédou-Kondembadou. En second lieu, le projet urbain d'adduction d'eau pour la ville de Conakry. Enfin, la gouvernance économique. Le président de l'Assemblée nationale a également fait des recommandations. Ces recommandations au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l'amélioration du contrôle des quantités et des qualités de bauxite exportées et du contrôle des listes minières conformément aux dispositions conventionnelles. En ce qui concerne la LFR 2017, l'Assemblée nationale insiste sur sa recommandation de paiement des arriérés dus au titre des prestations des universités privées et sa recommandation d'augmentation des investissements en faveur des universités publiques dont les capacités d'accueil doivent être augmentées et améliorées. L'institution entend renforcer ses capacités en matière de vote de loi et redoubler d'efforts pour le contrôle de l'action gouvernementale. Le président de la CENI et sa suite ont été reçus par les membres du Conseil des organisations de la société civile guinéenne ce mardi. Il s'agissait en effet de décliner le nouvel élan de l'institution électorale, confie Salif Kébé. La démarche est en tout cas appréciée par des acteurs du processus électoral rencontrés. Reportage Djibril Ba, Abdoulaye Kamara.
Insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'institution chargée d'organiser les élections et les référendums, c'est l'acte 1 de Salif Kébé. Il veut apposer une empreinte à la CENI en quête de crédibilité. Ce mardi, le Conseil national des organisations de la société civile le reçoit après sa visite au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et les élections ne sont pas la propriété de la CENI, c'est la propriété du citoyen, de donner aux citoyens l'ensemble de ses prérogatives par rapport à l'organisation des élections. Il ne revient pas à une institution de monopoliser le processus électoral, il faut l'organiser pour le citoyen, avec le citoyen, et pour qu'en fin de compte, le citoyen se reconnaisse à travers ses élus. À l'écoute de tous les acteurs de la société civile, le président de la CENI semble rassuré et se rappelle du rôle majeur d'une organisation qui a participé à la conception de l'institution électorale dont il préside aujourd'hui. Il était normal que nous venions ici pour relancer les activités avec les organisations de la société civile. Vous savez, s'il y a une organisation qui est aussi bien implantée sur tout le territoire national de la République de Guinée, c'est le CNOSC. Donc, si nous venons au CNOSC, comprenez que nous voulons toucher de Conakry jusqu'au dernier citoyen de la République de Guinée. Et pour ce faire, il fallait être au CNOSC. Au-delà des conseils des uns et des autres, Salif annonce de nombreuses transformations au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Des plénières se multiplient depuis sa prise de fonction, ceci pour amener les commissaires à suivre à tout azimut ces initiatives. Le président du Parti de l'Unité et du Progrès poursuit sa tournée de sensibilisation. Après la commune de Matoto, Fodé Bangoura a répondu à l'invitation de la Fédération de Matam dimanche dernier. Dans son discours, ce responsable du PUP a appelé ses militants à la mobilisation en vue des prochaines élections communales et communautaires. L'ancien secrétaire général du régime du feu, Lansana Conté, a dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Le financement des 20 milliards de dollars américains sur près de 20 ans par la Chine était aussi évoqué. Alpha Omar Baldé, Mohamed Alucine Kamara. C'est un accueil en fanfare que la fédération du PUP de la commune de Matam a réservé à la délégation de la direction nationale du parti. Malgré tous ces efforts, la mobilisation autour de l'événement laisse à désirer. Mais l'allure maussade qu'affiche la rencontre n'a pas empêché Fodé Bangoura de fustiger la gouvernance d'Alpha Condé. Quand il y a une bonne gouvernance, ça se ressent sur le panier de la ménagère. Ça se ressent sur le train de vie du simple citoyen. Ça se ressent sur l'infrastructure de développement. C'est sur l'éducation, sur la gestion des deniers publics. Pour le moment, comme tant beaucoup d'autres Guinéens, moi je ne suis pas satisfait. L'actualité sociopolitique du pays est aussi dominée par ce montant vertigineux de 20 milliards de dollars que la Chine vient de concéder. L'ancien deuxième homme fort du régime du général Lansana Conté se dit être prudent en ce qui concerne les dessous de cet accord. Si cet argent rentre en Guinée et il est utilisé à bon escient, je ne peux que m'en réjouir. Mais pour le moment, je reste extrêmement prudent. Extrêmement, je dis bien, je pèse mes mots, je reste extrêmement prudent. Ça retourne quoi? Est-ce que ça sera les Guinéens? Les Chinois ne l'ont pas donné pour nos beaux yeux. En contrepartie, qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce que c'est profitable pour nous? Je me pose suffisamment de questions. Avant la clôture de la cérémonie, le président du PUP a tenu à rappeler qu'il se réclame pleinement de l'opposition, mais que son parti ne participe pas aux marches de rue pour éviter de détruire ce qu'il a bâti des années auparavant. Les enseignants assistants en grève ont transporté le mouvement devant le président de la République pour une éventuelle satisfaction de leurs demandes et dans un mémorandum qu'ils ont adressé au président Alpha Condé lundi, tous les points de revendication sont mentionnés. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réagi pour annoncer une lueur d'espoir dans les négociations qui se poursuivent. Cependant, du côté des enseignants, on indique qu'aucune négociation n'est en cours. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Makisso et d'Ibrahima Souri Kamara.
Parmi les points de revendication, il figure entre autres le relèvement du montant des primes mensuelles à hauteur de 5 millions de francs guinéens, l'accès au grade de professeur des universités par la voie du CAMES, mais aussi l'application du droit à la retraite des cadres du système conformément aux règles administratives, pour ne citer que cela. Le collectif dit avoir usé de tous les recours pour arriver au plus haut sommet de l'État. Vu qu'on s'approche de l'ouverture, nous voulons la stabilité du pays parce que nous savons quand même que si les assistants là ne partent pas en classe, c'est qu'il n'y aura pas cours. Ce que nous attendons du président de la République, c'est qu'il trouve une solution le plus rapidement que possible avant l'ouverture. Pour une question de précision, l'un des membres du collectif estime que leur mouvement n'a aucune connotation politique, comme le prétendent certains dans les médias. C'est une question de système. Et nous avons indiqué que le ministre de l'Enseignement supérieur a été piégé. La preuve est qu'avec toutes les situations qui se présentent aujourd'hui, personne n'apparaît pour le défendre, personne n'apparaît pour justifier, alors qu'on l'a mis dans cette situation-là. Le dossier est désormais sur la table du président de la République, alors que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique continue d'espérer une issue favorable dans les discussions. Toutes les rencontres que nous avons eues avec le comité, il n'y a pas feu à la demeure pour le moment. Et le comité ne nous a jamais signifié aussi l'intention pour eux d'aller vers le président de la République. Je crois que ça, c'est un problème uniquement de l'enseignement supérieur. Nous sommes entre nous suffisamment responsables pour pouvoir trouver des solutions idoines à un tel problème. Le collectif des enseignants, assistants et attachés de recherche compte désormais sur l'implication personnelle du président Alpha Condé pour obtenir gain de cause. Cela pour éviter une entrée académique troublante qui entraînerait une instabilité dans tout le pays. La rentrée scolaire est annoncée pour la mi-septembre en Guinée pour l'année scolaire 2017-2018 et c'est une première pour les Guinéens habitués à rentrer en octobre. Ce changement ajouté à la conjoncture économique constitue un cocktail présenté aujourd'hui par les parents d'élèves. Ils se plaignent du prix des fournitures sur le marché. C'est un reportage de Kadiatou Kamara et d'Ibrahim Assouma. Marché Madina, 48 heures de la rentrée scolaire. Parents d'élèves et vendeurs sont sur le qui-vive. Cette rentrée va se dérouler dans un contexte économique morose. Les prix des fournitures scolaires connaissent une hausse. Ce père de famille n'en finit pas de se plaindre. Je suis venu acheter les tenues, les sacs et d'autres fournitures pour mes enfants. Mais c'est vraiment cher. Nous demandons au gouvernement de nous aider à baisser les prix. Je n'ai rien eu. Même la tenue, j'ai pas cousu dans la semaine. J'ai rien d'abord. Donc s'ils disent d'ouvrir les écoles ce vendredi-là, nous sommes foutus. Nous les pauvres. Les vendeurs sont conscients de la situation, mais elles sont obligées de s'y plier. Celui qui vient acheter, quand on dit c'est 15 000, il demande de baisser 10 000. Je ne suis pas payé. On n'a pas d'autre choix que de laisser à 14 000 parce qu'il n'y a pas d'argent. La plupart de ces vendeurs sont des parents d'élèves. Nombre d'entre elles ont du mal à joindre les deux bouts. Elles sollicitent que la rentrée scolaire soit repoussée. Tous mes enfants font des écoles privées. Là où 3 d'entre eux étudient, je paye 2 850 000. Et les 4 autres aussi, je paye 3 995 000 francs guinéens. Mais si l'ouverture c'est ce vendredi, mes enfants ne pourront pas aller à l'école. Ces citoyens crient au scandale. Pourtant, des tenues subventionnées par l'État sont en vente dans les écoles publiques. La mission du ministère de la Ville et de l'Aménagement continue son périple. Après le compost de Dar es Salaam, le site de Kagbelen lundi, elle était sous le pied du mont Kakulima pour constater les dégâts environnementaux et des constructions illégaux qui pourraient coûter la vie aux citoyens en cas d'éboulement. Malik Sengana Kamara, Alceni Kamara. Kakulima, long de 1107 mètres, est une chaîne de montagnes située entre Dibrika et Koya, visible depuis Conakry. Zone réservée de l'État, des particuliers n'hésitent pourtant pas à venir aménager l'endroit pour y habiter. Le danger est imminent, perceptible, et les autorités ont entrepris une opération de déguerpissement pour prévenir un éventuel drame. Je crois que c'est une catastrophe.
Si nous ne prenons pas garde, si on ne va pas très vite, on risque non seulement d'avoir une situation de déforestation totale au niveau de ces zones-là, mais ce qui est plus grave, c'est que nous continuons à voir une situation qui va mettre nos habitants en danger. Comment des particuliers se sont-ils appropriés de ces domaines de l'État? Le préfet de Koya dit ne pas être lié à cette affaire. Il donne plutôt son avis. Honnêtement parlant, je n'ai jamais fréquenté ce site. Et aujourd'hui que je viens, je dis que c'est un haut risque d'habiter ici. La mission du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire est toujours accompagnée par la gendarmerie nationale. Les domaines de l'État doivent être récupérés. Le chef d'état-major de la gendarmerie rassure que les enquêtes vont se poursuivre pour mettre aux arrêts ceux qui ont participé à l'octroi de cette forêt classée. Rassurez-vous, nous allons mener des enquêtes très approfondies sur les responsabilités des uns et des autres. Lorsque le citoyen a été complètement, disons, autorisé sur la base des documents légaux, légitimes, réglementaires et sur la base des règles fiables, nous prendrons ça en ligne de considération. Mais je voudrais rassurer tout le monde que ce que nous faisons, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas le feu de paille. Nous allons aller jusqu'au bout. Après l'étape de récupération, interviendra le travail du ministère de l'Environnement pour faire des reboisements au pied du mont Kakuluma, promet la mission. Et puis le couple Camara, toujours dans la tourmente après le vol de son bébé à l'hôpital Ignace Dine. Les enquêtes se poursuivent et des personnes suspectes sont à la direction de la police judiciaire. Retour sur ce fait divers dans ce reportage signé Djibril Ba, rendu en studio par Alcini Bari. 3 jours après le vol du bébé, c'est le statu quo. Quasiment tous les esprits sont affectés par ce acte. Aucune trace de la personne soupçonnée de l'enlèvement ne se profile à l'horizon. Yamoussa Kamara, père de l'enfant, a du mal à cacher son amertume. Tout le monde est au courant de ce vol. Je sollicite l'effort de tous. Quand vous verrez une femme avec un nouveau-né dont vous n'avez pas l'habitude de voir, n'hésitez pas de nous contacter. Il n'y aura aucun problème. L'hôpital Ignace Dine prouve encore qu'il doit renforcer ses dispositifs sécuritaires. Mais en attendant, Kadiatou et son époux voient le monde à l'envers. La femme qui luisait de bonheur après sa 4e césarienne se voit privée de son bébé à la suite de l'accouchement. Pour son mari et elle, pas question de quitter les lieux. Mon épouse doit aller à la maison, mais ce n'est pas possible. Nous sommes là. Nous attendons notre enfant. Qu'en soient informés les médecins et les autorités. La police s'active dans les enquêtes. Les victimes, quant à elles, devraient se présenter ce mardi à la direction de la police judiciaire dans l'espoir de retrouver leur enfant. Au rond-point de Matoto, les travaux de réfection de la route se poursuivent. Déjà, les parties réhabilitées sont pris d'assaut par les étalagistes, ce qui ne facilite pas la tâche aux travailleurs de la société Ejico en charge des travaux. Ils ne parviennent toujours pas à les déguerpir. Ce mardi, nos reporters Abdurrahman Ba et Ibrahima Souri Souma étaient sur les lieux pour s'enquérir des raisons de leur présence sur cette voie. Nous sommes sur la route qui longe le rond-point de Matoto. Ici, le point d'accès au chantier de la société Ejico. Cette rentrée permet au personnel ainsi qu'aux machines d'y accéder. Non loin de là, des taxis pour le transport des fruits et légumes appartenant aux femmes vendeuses venues des marchés voisins. Ces bonnes dames cohabitent avec des cars à destination de l'intérieur. C'est un véritable trafic qui est en train de prendre forme à cet endroit. Pourtant, cette activité n'est pas favorable aux ouvriers, tout un casse-tête pour se frayer le chemin de l'entrée. Les usagers qui nous dérangent par rapport, comme on appelle ça, à la fourniture, comme on appelle ça, de nos matériaux, là, l'embouteillage, vraiment, ça nous dérange beaucoup. Et par après, les marchands qui sont sur le marché, que ce soit les marchands ambulants, que ce soit ceux qui sont assis sur place, alors tous nous dérangent. Cet étalagiste est diplômé, mais il travaille là depuis des années et malgré sa formation académique, il n'est pas prêt à quitter son travail, même s'il reconnaît occuper les chaussées.
Normalement, on ne doit pas occuper les saucés parce que la saucée appartient aux engins, non les étalagistes. Là, je suis d'accord. Une telle présence de monde influe sur l'exécution normale des travaux. Les recours adressés aux autorités locales sont restés vains. Nous sommes partis jusqu'à contacter la gendarmerie, la police. Oui, maintenant, même ce que la présence de ces corps ne dérange pas, comme on appelle ça, les mauvaises personnes. En attendant la fin des travaux et la réaction des autorités en charge des travaux publics, la route de Matoto reste à la merci des étalagistes et des piétons. Une ville qui ne possède aucune infrastructure, ne serait-ce que pour recevoir de hautes personnalités, c'est à Télémélé, une préfecture de la région de Kindia. On se souviendra des événements de janvier-février 2007. Tout le pays avait vibré au rythme des manifestations syndicales et à Télémélé, 37 bâtiments publics ont été détruits. Aujourd'hui, les autorités préfectorales n'ont pas où loger les hautes personnalités comme le président de la République. Quel est le plan mis en place pour remettre en état ces infrastructures publiques? Élément de réponse avec Mamadou Sadio Baldé. C'est une préfecture qui manque de tout presque en matière de développement. Les rares infrastructures publiques qui existaient ont subi la fureur humaine lors des événements de 2007. Plus de 30 bâtiments publics mis hors service. Quand ce qu'on te donne, c'est ta propriété. Si toi, tu te lèves même par la folie humaine, tu viens détruire ça. Mais c'est contre un chef. Hein? C'est contre toi. C'est des choses, partage tout ce qui est de Télémélé ici. Qui va venir prendre ça, envoyer ailleurs? Le préfet n'en revient pas tellement que les dégâts ont été énormes. 10 ans après ces destructions, les autorités n'ont pas encore réussi à restaurer ces édifices. Un plan est en cours d'élaboration pour tourner la page de ce triste épisode. Hein? En un jour, 38 bâtiments. Et regarde à côté ici quand tu viens, le bloc financier. Hein? La villa des autres. Au sortir d'ici là, on va partir toujours. Je suis en train de me battre. Comment faire? Profiter d'une opportunité pour que cette villa-là soit remise. Le besoin s'est fait sentir surtout lorsqu'il fallait trouver un logement pour l'équipe de campagne du président de la République en 2015. C'est une solution inappropriée qui avait été prise, admet le préfet. Quand on a dit que le chef de l'État doit passer la nuit ici, mais c'est dans les quartiers qu'on est parti. Hein? C'est même imprudent de choisir, faire le choix de 3 bâtiments pour savoir où le chef de l'État pouvait être, alors que l'idéal c'est à la villa des autres. Le préfet guette la moindre occasion pour soumettre le dossier afin que des édifices, notamment la villa des hôtes, soient reconstruits. Les G Awards ou la cérémonie de distinction de la jeunesse guinéenne consciente, elle bénéficiera de l'assistance du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse. Face à la presse samedi dans un centre commercial de la place, les organisateurs ont tenu à apporter des précisions sur l'organisation de la cérémonie. Mohamed Souma et Ibrahima Kamara pour le reportage. L'implication du ministère de la Jeunesse dans la tenue des J Awards est un nouveau souffle qui confère à l'événement une nouvelle stature, des garanties de soutien au concept qui viennent au moment opportun. Soutenir leur initiative, de dire que le gouvernement du professeur Alpha Condé les accompagne, parce que notre volonté aujourd'hui c'est de faire en sorte que ceux-là qui vont prendre le relais demain puissent être des jeunes capables, des jeunes qui seront à même de faire en sorte que le potentiel guinéen puisse être révélé. Sur les 10 catégories pour cette cérémonie de distinction, l'une d'entre elles retient une attention particulièrement précieuse. Ceux qui sont déjà lauréats au niveau de l'enseignement franco-arabe sont assez marginalisés, ils n'ont pas droit à des bourses d'études. Nous continuons à mener en même temps ce combat, on passe par les médias, on a fait des démarches au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, aussi au niveau de la présidence. On essaie de s'introduire dans les secrets des dieux pour que à ces jeunes, justement, des bourses puissent être accordées au même titre que les autres jeunes. Ouvert à tous les jeunes Guinéens de partout dans le monde, elle tient sa légitimité d'un constat fait par les organisateurs. Puisque très souvent nous nous inspirons, lorsqu'on veut être un grand animateur, un grand journaliste, nous nous inspirons de Claude Issard, nous nous inspirons souvent de Robert Brazza, et pourtant, ici, en Guinée, il y en a qui ont encore moins de 35 ans, qui sont pourtant des exemples de réussite. Donc c'est partant de ces constats justement qu'on s'est dit
qu'il y avait un large boulevard qui s'ouvrait devant nous sur lequel on pouvait justement se mettre à l'aise en proposant ce projet à la Guinée-Conakry, à la jeunesse guinéenne. Les inscriptions débuteront en ligne ce 11 septembre. Les postulants devront répondre aux critères les plus basiques, être âgés de 15 à 35 ans et avoir fait une activité qui a impacté sur la Guinée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, à l'équipe technique. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.